Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je me présente Sam Idriss Samake. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont dit de ne plus me présenter, qu'on me connaît assez. Je suis originaire du Nord. C'est important de le signaler par ces temps qui courent. Je suis originaire, parce que les mots ont leur sens. Je suis originaire du Nord, Odiéné, de la région d'Odiéné et du village de Samango. Je suis Samangoka, bien qu'on me dénie d'être aujourd'hui Samangoka. Et on me dit, je ne suis pas Samangoka, on me dit, il n'y a pas de problème. Je crois qu'aujourd'hui, je vais dire certaines choses aussi. Je viens d'arriver de l'hôpital, c'est pourquoi vous voyez des lunettes fumées à mes yeux. Je les porte aujourd'hui parce que je viens de voir mon ophtalmologue qui vient de me mettre des gouttes de médicaments. Donc tout est un peu flou et un peu avec la lumière aussi de la caméra, vraiment j'arrive pas à voir du tout. Donc j'essaie de me regarder, je ne me vois pas très bien. Mais les temps pressent, il faut que je fasse dise quelque chose. À ceux qui sont découragés, qui sont abattus, je comprends, c'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi je viens vous soutenir et vous dire que vous êtes novice en politique. L'Ivoirien est très, très, très novice en politique. L'Ivoirien est vraiment novice en politique. Les Burkinabés se décourageront jamais parce qu'il y a très longtemps, ils ont commencé à chasser leur président. Les Maliens ont chassé leur président dans la même catégorie d'État. Donc nous, Ivoiriens, on n'est pas habitués à ça. Les Nigériens aussi sont habitués à ça. Je me rappelle très bien des Ivoiriens de mon temps. Rares sont les Ivoiriens de ma génération qui ont entendu parler d'un certain Cabral au Mali. Qui a pris son surnom sur Amilcar Cabral, qui est un guerrier de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Il était le héros. Il a été tué à Conakry, dans des conditions, les Portugais. Donc, il était le héros de la Guinée-Bissau qui se battait pour l'indépendance et ils avaient une base arrière à Conakry que Sékou Touré leur a octroyée. Et le monsieur quand il a perdu la vie, disons que il y a des jeunes au Mali, des jeunes révolutionnaires qui l'aimaient beaucoup, et puis il y a un dedans qui a pris son nom et il a été tué pendant les événements qui ont fait partir Moussa Traoré. Donc je fais ce rappel pour vous dire qu'il y a longtemps, ils ont commencé à se battre. Nous, Ivoiriens, nous ne nous sommes jamais battus parce qu'on est né dans un pays où le dialogue était le leitmotiv. Oufoué n'avait d'autre chose à la bouche que le dialogue. Quel que soit, Oufoué cherchait toujours à renouer avec ses adversaires. À l'indépendance, avant l'indépendance, je ne sais rien de ce temps, mais à l'indépendance, Oufoué a toujours cherché le dialogue. Même quand il se trompe, comme ça a été le cas, je crois, dans les années 63, où les Moké, les Amadou Koné sont allés en prison, ils étaient nombreux. Mais après enquête, Oufoué, après enquête, les a tous relâchés. D'autres n'ont jamais voulu collaborer avec lui, les va-t-en-guerre. Cela ne m'étonne pas aujourd'hui. Et le seul qui l'a fait, il vient du Nord. Il vient d'Odiéné, il s'appelle Amadou Koné. Mamadou Koné ou Amadou Koné. C'est un Odinaka jusqu'au boutiste. Il a fini dans l'anonymat le plus total.
Rares sont les Oudjeneka qui savent qu'il y avait un Mamadou Koné ou bien un Mamadou Koné qui a été ministre du Fouet et ministre de la Santé. Il a été le seul à refuser toutes les offres de Oufoué. Il a refusé le dialogue avec Oufoué. Donc, voyez aujourd'hui ce qui se passe, c'est la même chose. Et quels sont ceux aujourd'hui qui sont dans ce cas? C'est mes frères du Nord, précisément d'Odiéné. Les gens de Ségala ne sont pas dans ça. Les gens de Touba Maoka ne sont pas dans ça. Les Sénoufos ne sont pas dans ça. Mais seuls les Oudjeneka se conduisent de cette manière. Oufoué s'est trompé, il les a réhabilités. Et le seul qui a refusé cette réhabilitation était un Oudjeneka, comme d'ailleurs toujours. C'est pourquoi aujourd'hui je ne m'étonne pas du comportement de Alpha Blondy. Il a grandi à Odiéné. À Odiéné, il a eu tout eu. Pour un vrai Oudjeneka, quand tu entends les chansons d'Alpha Blondy, c'est l'accent Oudjeneka qui est à sa parle. Même si c'est le tagbissi ou bien le machin, mais c'est l'accent direct d'Odiéné qu'il parle. C'est le ton, c'est l'accent qu'il a dans ses chansons. Pour les vrais Oudjeneka, ils savent de quoi je parle. Donc, voyez-vous, le découragement ne doit pas être dans notre camp aujourd'hui, c'est la libération. Depuis Oufoué, il nous a habitués au dialogue, rien que le dialogue. Oufoué n'a jamais laissé l'injustice s'installer dans son pays. Et Oufoué a dit une chose, et il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Il dit, je cite Oufoué, je préfère l'injustice au désordre. Parce que le désordre, on ne sait pas où il commence. Le désordre, on sait où il commence, on ne sait pas où il finit. Donc il avait une peur bleue du désordre. Et il a toujours tout fait pour étouffer, pour rechercher. Même ses ennemis les plus mortels, Oufoué s'asseyait avec eux et ils discutaient et ils tournaient un train d'entente. Nous avons vécu ce moment. Nous avons été enseignés au dialogue. Ma génération et la génération après moi, presque 3 générations, nous avons tous été élevés de la même sorte. Nous avons élevé nos enfants avec le dialogue, qui élèvent leurs enfants avec le dialogue. Mais c'est différent d'un pays comme le Burkina, où en 66, les travailleurs ont commencé à manifester. On fait partie de leur président. Ils n'ont jamais voulu dialoguer avec Maurice Yaméougo. C'était lui le président. Le monsieur a ouvert son palais et ils ont dit niet. Ils ne veulent plus de lui. Pendant combien de jours, de semaines, ils sont dans les rues, la pluie, le beau temps, qu'ils mangent ou pas, ils étaient dans les rues. L'Ivoirien n'est pas habitué à ça. L'Ivoirien ne le connaît pas. Ce genre, non. Maurice Yaméougo leur a proposé le dialogue. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Et les Burkinabés qu'on appelait voltaïques, les voltaïques ont refusé. Les voltaïques burkinabés, ils ont refusé carrément le dialogue. Parce que Maurice Yaméougo est un disciple fin d'Houphouët-Boigny. Un grand disciple d'Houphouët-Boigny. Ils ont refusé. Les syndicats, tout le monde était dehors, les élèves, les étudiants. Et les manifestants, puisqu'ils n'avaient pas de leader type, ils n'avaient pas un leader auquel se reconnaître. Ça n'existait pas. C'était un mouvement qui était, comment dirais-je, encouragé par les partis politiques, mais qui avait peur de se présenter, qui avait peur de parler d'eux-mêmes comme vous le faites aujourd'hui. Donc les manifestants de guerre, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après des jours, pour ne pas que le mouvement échoue,
ils sont allés dans les casernes. Ils ont parlé avec les militaires qui avaient à leur tête Sangoulé Lamizana. Le général, il était, je crois, colonel en ce moment, le colonel Sangoulé Lamizana. Et qui a dialogué avec eux, puisqu'il ne voulait pas le pouvoir, ce monsieur-là. Un jour, je parlerai de la vie de ce monsieur pour expliquer aux jeunes de ne pas se décourager. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je parle. Et il leur a dit non, allez-y, vous entendrez le président. Et les manifestants lui ont dit ce qu'ils voulaient. Il est allé trouver le président, il a discuté avec lui. Le président a laissé beaucoup de choses. Yaomogo a accepté beaucoup. Mais il est revenu voir les manifestants avec les offres du président. Mais les manifestants qui ont su qu'ils avaient le dessus, parce que quand c'est comme ça, il y a toujours des jusqu'au boutistes, quand ils ont vu que le président a accepté presque toutes leurs doléances, ils n'en ont pas question, ils ne veulent plus de président, qu'ils partent. La Mizana, ils lui ont dit, ben voilà, toi tu peux prendre le pouvoir. La Mizana a dit non. Il n'est pas question qu'un militaire prenne le pouvoir. Et il n'est pas question que moi aussi je prenne le pouvoir. Il a refusé le pouvoir. Pendant des jours, ça ne peut pas se passer actuellement. Les gens sont assoiffés de pouvoir aujourd'hui. Mais l'ami Zana a dit niet. Il est allé voir le président la dernière fois. Et le président de l'ami Zana lui a dit, ben, écoute, je crois qu'il est temps que je rende le tablier. Mais c'est à toi que je veux rendre le tablier. Et l'ami Zana lui a dit, non, président, tu ne peux pas me rendre le tablier, je ne l'accepte pas. Attends que j'aille encore négocier avec eux une dernière fois. Donne une dernière chance. Le président dit non, je pense que je connais les Mouris. Je suis Moshi, je connais les Moshi. Maintenant qu'ils savent que je suis en position de faiblesse, ils ne vont jamais, jamais, jamais accepter. Ce que je veux, mon colonel, prendre le pouvoir pour éviter qu'il y ait du sang, pour éviter les casses. Ils sont jusqu'à présent pacifiques. C'est en train de s'envenimer. Donc, j'aimerais que tu prennes le pouvoir. Et l'ami Zana était abattu. Il n'était pas préparé. Il ne s'attendait pas à ça. Et il est ressorti. Il est allé voir les manifestations encore une dernière fois. Et cette fois-ci, les manifestants avaient durci leur ton. Il dit, bon, d'accord, dans ce cas, demain, nous passons à l'acte. Et l'ami Zana Sangoulé leur a dit, ben, c'est pas la peine. Vous n'allez pas passer à l'acte, nous allons prendre le pouvoir. Calmez-vous. Et sur le champ, ils ont pris l'ami Zana en héros. Voilà comment il y a eu coup d'État. Est-ce qu'on peut appeler ça coup d'État? Donc voilà le coup d'État de l'ami Zana, de 66 à 82 au pouvoir. L'Ivoirien n'est pas habitué à ça. L'Ivoirien ne connaît pas ça. L'Ivoirien n'a jamais connu le militantisme à ce niveau. Je suis bien placé pour le dire. Nous, c'était le MEUSI, Mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, le MEUSI. Nous étions tous MEUSI. C'était un parti unique aussi. Et il fallait rentrer dedans ou pas. Et au collège, bon, ça passait. Mais quand vous arrivez à l'université, il faut assurer les dompter avec l'argent. Et là-bas, c'est la politique de l'argent qui a bénéficié à beaucoup de ces gens, dont l'un des illustres vit encore aujourd'hui, Djedje Madi. Et oui, Bernard. Donc voilà ceux-là qui étaient là. Et là, moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en fin 88. Le MEUSI existait, mais le MEUSI a toujours canalisé les frustrations des étudiants. Et les travailleurs ne pouvaient pas faire quelque chose parce qu'au feu aussi faisait de telle sorte qu'il
il infiltrait les travailleurs ivoiriens. L'association, bien le syndicat des travailleurs ivoiriens était infiltré. Le syndicat comment dirais-je, de l'enseignement était infiltré. À telle enseigne que Houphouët a joué beaucoup avec l'argent. Gbagbo n'a jamais compris cela, mais Houphouët a beaucoup joué avec l'argent. Et grâce à l'argent, Houphouët a pu canaliser tout et il a pu instituer en religion le dialogue. Donc, quels que soient les problèmes en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien a toujours pensé au dialogue. Donc, nous avons été éduqués, élevés comme ça. Un sens inné du dialogue. Les palabres de rue, nous ne les connaissions pas. Nous ne l'avons pas connu. Parce que les gens mangeaient à leur faim. Et il faut aussi avoir une politique sociale qui était bien. C'est ainsi que Yopougon a été créé pratiquement. Yopougon, le nom existait, mais le village, oui. Les Sikosi, les Sosifia, les fonctionnaires, Houphouët a fait beaucoup de social. Houphouët était un président très intelligent. Pratiquement, il a fait beaucoup pour canaliser l'ardeur de ceux qui voulaient faire des grèves. Et quand il ne pouvait pas, ceux qui étaient à la tête avaient beaucoup de biens. Et les gens choisissaient souvent d'avoir ces biens-là que de tout perdre. Est-ce que les autres présidents ne le faisaient pas? Je n'en sais rien. Quant aux Maliens, en 68, les jeunes militaires, des lieutenants, pratiquement la majorité étaient des lieutenants, ont fait leur coup d'État contre Modibo Keïta. Et après, les étudiants sont venus dans les rues. Et les étudiants ont commencé à beaucoup manifester là-bas. Et ils ont toujours manifesté. Et c'est ainsi que je vous ai parlé de Cabral. Et nous autres Ivoiriens, bon, des gens comme moi, bon, je lisais beaucoup, j'apprenais beaucoup, j'étais beaucoup au courant, bon, je m'informais. Mais mes autres amis, non. L'Ivoirien, la majorité, l'immense majorité des gens de mon âge ne connaissaient rien à la politique. Ils ne connaissaient rien, absolument rien à la politique. Ça, je vous le dis. À tel enseigne que, je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas croire. En 80, la députation, le multipartisme au sein du PDCI, c'était l'apogée dans les années 80. Le député qui s'est l'individu qui s'est présenté à la députation ne savait pas ce que c'est qu'un député, ne savait pas le rôle d'un député, les devoirs d'un député, qu'est-ce qu'il fallait attendre. Ils ne savaient pas. Ils étaient choisis d'abord par le parti, et à partir de 80, la population les choisissait. Donc les gens se mettaient là parce qu'ils avaient un peu d'argent à corrompre nos gens, et puis bon, on votait pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire à l'Assemblée? Ils n'en savaient rien. J'en veux pour preuve. Au congrès de 80, j'étais là-bas. On m'a accosté et me posait des questions. Et je suis allé voir un vieux, il est décédé, Mamadou Koulibaly, président du Conseil économique et social. Mais il était étonné. Et il a aimé aussi que dans cette jeunesse, je vienne comme ça l'accoster et lui poser des questions. Quel est le devoir d'un député? Il m'a trouvé, je ne sais pas, téméraire. En tout cas, il m'a pris à côté et puis il m'a un peu expliqué. Et il m'a donné sa carte, son numéro. Et de le trouver, il va m'expliquer. Et il a demandé j'étais qui. Quand j'ai dit mon nom, il dit ouais. Sidi Samake, il dit oui. Il dit ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de toi petit. Donc voyez, quelqu'un qui était candidat à la mairie ne savait pas quel est le rôle des maires. Et ce n'est qu'en 85
que je crois cela leur a été expliqué. Quel est le programme des maires? Qu'est-ce qu'un maire? Pourquoi un maire? Quel statut? Un député, quel statut? Les gens y allaient comme ça. Donc c'est vous dire que l'Ivoirien ne connaissait rien en politique. L'Ivoirien était pauvre dans sa tête en politique. L'Ivoirien ne connaissait rien en politique. Donc les gens devenaient maires sans savoir quel est leur rôle, quel est leur devoir, qu'est-ce que les populations doivent attendre d'eux. Ils ne savaient pas. Le député ne savait pas aussi qu'il était là pour voter des lois. Et il ne savait pas son rôle. Si ceux-là ne savaient pas, qui étaient majeurs, qui avaient 40, 50, 60 ans et moitié, qu'est-ce que vous allez dire de ceux qui avaient entre 15 ans et 35 ans? Et c'était une autre génération. Qu'est-ce que vous allez en dire? Nous ne savions rien. Absolument rien. Donc, il faut gouverner comme ça. Maintenant, je ne sais pas par quel miracle sont arrivés les gens de la FECI. Comme ils ont été créés. On m'a dit que le baobab est dedans, bon, Soro et autres. Et quand nous étions ici, on voyait la bravoure de ces jeunes. C'était des exploits pour moi. Sincèrement, moi, j'ai dit que c'était des exploits. C'est que Soro, les Blé Goudé, tout leur groupe, ce qu'ils accomplissaient, c'était vraiment un bond en avant pour l'Ivoirien. L'Ivoirien ne connaissait rien en politique. L'Ivoirien ne connaissait rien dans les luttes syndicales. L'Ivoirien ne savait même pas ce qu'on appelle lutte syndicale. Tout ce que l'Ivoirien connaissait, pendant la fête de l'indépendance, brandir leur truc et aller boire un cocktail à la présidente, en souhaitant bien sûr longévité au président de la République. Nous ne savions rien. Donc les Soros sont venus. Moi j'ai suivi de loin. Mais j'étais heureux quand même que voilà des jeunes maintenant qui apprennent la politique. Mais Sankara l'a dit. Un soldat sans formation politique est un criminel en devenir. C'est un criminel en puissance. Et c'est la vérité. Mais il fallait que ces jeunes-là sachent ce qu'ils veulent. Eux, ils savaient ce qu'ils veulent. Nous, on ne savait pas ce que nous voulons. On nous a fait beaucoup de torts. Mais si nous pouvions nous battre, on allait se battre, mais on ne le savait pas. Même l'instauration du bac, un bac qu'on appelait quoi là, probatoire. Mais c'était du n'importe quoi. Oufoué n'avait qu'à expliquer qu'il n'a pas de budget pour construire d'autres universités. Et il fallait limiter l'obtention du bac. C'était limité. C'était un quota par rapport à l'université. Et tout le reste était machin. D'abord, il fallait, eux, les enfants d'abord, on le savait. Les enfants de ceux qui avaient un peu d'argent pour acheter les examinateurs. Mais le reste, c'est pas la peine. Même si tu es premier de ta classe. Je n'ai pas été un vaurien. Les gens peuvent aller piger pour consulter mes résultats là-bas, mes notes là-bas. J'ai eu le probatoire. De toute façon, j'en reviendrai un jour. Donc voilà un peu les frères, le syndicalisme et, comment dirais-je, les manifestations, ceux qui sont aguerris sont au Burkina, sont au Mali, sont au Niger. Mais c'est récemment, avec les Soroguium, que nous avons connu ça. Et ça, c'est récemment. C'est des choses que nous ne connaissions pas. Et sous Bédié, on a vécu une relative paix avant l'intrusion de Dramane Ouattara dans la politique ivoirienne. Si Alassane était venu peut-être 20 ans après, nous saurions comment faire pour le contrer. Mais il est venu
nous n'étions pas prêts. La Côte d'Ivoire n'était pas prête pour Alassane. Mais puisque les mensonges qui ont précédé son arrivée, nous les Djoula, alors là, c'est rentré. On nous a dit qu'il a des bateaux, des avions très riches. Et le Djoula, c'est la richesse, un point, un trait. Un point, un trait. On est comme les nagos du Nigeria. On préférait que les enfants aillent au champ après devenir chauffeurs, après devenir transporteurs, commerçants et autres. Mais l'école n'a jamais été le fort de nos gens. Et c'est dans ce cadre-là qu'Alassane est venu. Et maintenant, avec l'avènement du Gbagbo, c'est Gbagbo qui nous a appris qu'on pouvait faire une autre politique que ce que Houphouët faisait. C'est Gbagbo qui nous a appris ça. Nous, on n'a jamais su que c'était possible de faire une autre politique. Pour nos parents, eux, ils nous ont mis dans la tête que d'abord Houphouët était immortel. C'est ce que nos parents ont cru, que Houphouët, personne ne pouvait remplacer Houphouët. En toute sincérité. Il y a beaucoup de vieux qui sont allés en paix en pensant que la Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle là, Houphouët est là encore. Il y a des vieux qui sont décédés en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont décédés en Côte d'Ivoire. De 60 à 90, si tu les réveilles aujourd'hui, ils vont te demander après Houphouët. Et le vieux Houphouët. Parce que pour eux, Houphouët était irremplaçable. Ils n'ont jamais pensé qu'on pouvait un jour remplacer Houphouët. Et je crois que le vieux Houphouët, c'est un peu... Enfin, c'était... Non. Aimait bien aussi cette situation un tout petit peu. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu inoubliable. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, j'en ai déjà parlé. C'est ainsi qu'il s'est rendu inoubliable. Et les Soro, je reviens aux Soro toujours, c'est eux qui sont venus maintenant prendre le flambeau. Montrer aux Ivoiriens qu'on peut marcher. Montrer aux Ivoiriens qu'on peut réclamer des droits. Et à part les Soro, il y a quel syndicat en Côte d'Ivoire qui s'est levé un jour pour réclamer des droits? Je n'en connais pas. Donc l'Ivoirien n'est pas habitué aux luttes. Et aujourd'hui, c'est pourquoi en 2020, Alassane a pu faire son truc et puis il est passé. Gbagbo n'était pas là. Bédi était seul. Thiam était encore emboubré dans ses trucs, dans ses boulots là-bas. Donc c'était impossible. Donc timidement, les gens se sont levés un peu timidement. Et c'est ainsi que la tête de Toussaint en a fait les frais. Ils ont joué au ballon avec. Mais maintenant là, c'est maintenant là qu'on est en train d'apprendre. Et les Ivoiriens doivent comprendre. On ne peut pas faire l'omelette sans casser l'œuf. J'entends des gens dire, toi, mais il faut venir. C'est pas comme ça là, Alassane va quitter. Rester là pour dire, Sam, il faut venir. Sam fait son boulot. C'est ce que je peux faire pour galvaniser. Chez nous, les griots ont toujours été importants. Nous sommes les griots des temps modernes, à galvaniser la foule, à dire les bienfaits, les malfaits. C'est comme ça que je conçois. Chacun à son niveau doit faire son sacrifice. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. En aucun cas, je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis à la retraite. J'ai une bonne retraite. Mais cette retraite ici, c'est comme je suis enterré. C'est comme je suis mort. Parce que je n'en profite pas. Depuis 40 ans, je mange tout ce que je veux. Tout ce qui est possible, ma femme le cuisine, je le mange. Toutes sortes de boissons, pas alcoolisées, je les ai à ma portée. Je change de matelas quand je veux, des lits quand je veux. J'ai mes déambulateurs là, je viens d'acheter un nouveau encore. C'est-à-dire que il suffit d'y penser et puis je prends. Mais attends, j'ai besoin d'aller au pays, de sortir à mes petits-enfants, d'aller me promener à Bobogar,
devenir haïtien. Aller à Samango. Mais tout est au téléphone. Donc je suis dans une prison dorée, en fait. Je n'ai pas envie de rester ici. C'est le sens aussi de mon combat. Mais vous êtes là-bas. Mais Alassane ne peut pas tuer tout le monde. Tout près, avant-hier, le monsieur qui a fait concurrence avec Biya, il s'est barricadé dans sa ville. Biya a envoyé toutes sortes de grenades. Les militaires, les policiers, les gendarmes, ils ont tout envoyé. Mais est-ce qu'ils ont pu tirer une seule balle? Ils n'ont pas pu tirer une seule balle. L'Ivoirien doit comprendre cela. Nos gens ne le savent pas. Sinon, un sanguinaire comme Blaise serait toujours au pouvoir. Mais quand les Burkinabés sont sortis, pour montrer à Blaise qu'ils ne s'amusent pas, ils sont allés brûler l'Assemblée nationale. Ils sont allés brûler l'Assemblée nationale. Mais nos gens, vous êtes trop mous. Je vois des choses ici, j'ai envie de dire des choses. Mais c'est... Bon, il ne faut pas qu'on me dise que j'insiste à ça. Mais nos gens... Bon, Alassane... Attendez là. Quand Apollo était arrêté dans un village là, avec tout son cortège, si les gens avaient brûlé le cortège, pas lui-même, mais le cortège, ils devaient brûler le cortège, les véhicules, ne pas attenter à leur vie. Vous croyez qu'Alassane, on aurait fait l'élection le dimanche? Non. Mais vous êtes trop chocos. On est trop chocos. On est trop chocos avec ce monsieur-là. Les Burkinabés, quand ils ont brûlé l'Assemblée, ils ont brûlé des gas stations. Mais c'était fini. Blaise s'est dit quoi, ils vont venir brûler mon palais. Et il y a des gens aussi qui avaient de l'essence pour aller brûler le palais. Mais attends là, Alassane ne connaît que la force. Mais la mollesse ne marche pas avec Alassane. La mollesse ne marche pas avec Alassane. Donc si vous voulez rester là pour dire, Sam, il faut venir ici, ne pas agir, si vous êtes choco, vous aimez votre corps, Alassane sera là pour longtemps dans ce cas. Mais je n'y crois pas. Pour moi, Alassane est tombé depuis le dimanche. Pour moi, Alassane n'existe plus. Je sais de quoi je parle. Et là, pour ceux maintenant qui veulent s'en prendre à Eli Pada, je pense qu'ils n'ont rien compris. Bon, c'est des gens qui sont incultes. Ils ne savent pas. Moi, je sais. Je vous ai parlé de Mitterrand l'autre jour. Je vous ai parlé de Jacques Chirac. Jacques Chirac a eu un marabout d'Albert Bernard Bongo, du président Bongo, qui a fait près de 50 ans au pouvoir au Gabon. Il avait ce marabout à lui. En 88, le marabout est venu, Bourgi était là, Villepin était là, et il a dit à Chirac, bien que ta cote soit honorable, très haute, tu ne passeras pas. Chirac a eu froid. Je crois qu'il a appelé Bongo. Bongo lui a dit, si le monsieur te l'a dit, c'est que c'est vrai, tu ne passeras pas. Mais, bon, disons que c'est un blanc, il ne croyait pas trop. Mais il n'est pas passé. Mais où il n'avait aucun espoir, où il n'existait pas d'espoir du tout, parce que Baladou avait près de 60-70%. Jacques Chirac n'avait même pas 20%. Le même marabout est venu, lui a dit, cette fois-ci tu passes. Et Chirac est passé. Je vais vous dire là, une prophétie se gagne et se manifeste de plusieurs manières. Est-ce que, en votre âme et conscience ivoirien, même Alassane a dans ça,
Mon neveu Alassane est dans ça. Est-ce qu'en votre âme et conscience, il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Dites la vérité. Je prie tous les Ivoiriens en témoin. Est-ce qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce qu'il y a eu élection au Cameroun? Oui, il y a eu élection au Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Rassemblez où il y a eu des élections, comptez les bureaux de vote. Donc vous appelez ça élection? En toute sincérité? Aide-toi, le ciel t'aidera. Les Français ne veulent plus d'Alassane. L'ONU ne veut plus d'Alassane. Mais qu'est-ce que les Français veulent? Ils veulent que nous sortons. En 2020, je crois en 2000 combien, il y a eu 2 poids, 2 mesures. En Côte d'Ivoire, nous contestons ces élections. Et en Azerbaïdjan, je ne sais pas quand, les Blancs ont accepté. Et l'explication donnée par le Drian, je crois, si je ne me trompe, il a dit qu'en Azerbaïdjan, les gens sont sortis, les gens étaient dehors, et qu'en Côte d'Ivoire, personne n'est sorti. C'est pourquoi ils ont accepté pour l'Azerbaïdjan. Cela veut dire quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera. Chez nous, les Soudjeneka, ou bien nous, les Djoula, ou bien chez toutes les rats de Côte d'Ivoire, quand tu as ta marchandise, ou bien tu as ton bagage qui est posé, et tu veux que quelqu'un t'aide à le poser sur ta tête, first of all, tu dois avoir quelque chose près sur ta tête, et deux bras là doivent être prêts à soulever ton côté, et lui soulève l'autre main sur ta tête. Tu ne viens pas lui dire de prendre des mains sur ta tête. C'est ce que vous demandez aujourd'hui à nos militaires. Nos militaires seront dehors. Ils ne vont pas tirer sur quelqu'un. Mais si nous ne voulons pas sortir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il ne faut pas leur demander l'impossible. Ils ne peuvent pas sortir. Il y en a qui ont refusé de tirer. Quel sera leur sort? Ceux qui ont refusé là, quel sera leur sort? En ne sortant pas, en ne manifestant pas, mais nous les envoyons à la guillotine. C'est la mort assurée pour eux. C'est la mort assurée pour eux. Et vous savez, Draman ne blague pas. Vous savez, Alassane ne blague pas. Vous le savez très bien. Alassane ne joue pas. Pendant que nous jouons, lui ne joue pas. Il y a des moutons qui ont écrit dans ma page que la caravane passe, les chiens aboient, la caravane passe. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'ils ont en face des chiens chocos. Des chiens trop chocos. Qui ne gardent même plus les demeures, qui ne gardent même plus les enfants. Donc, ils s'en donneront à cœur joie. Et c'est ce qui se passe. En résumé, je veux que nous comprenions que le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas. Quand on est choco, il faut se taire. Il faut quitter dans ça. Quand on est choco là, il faut quitter dans ça. Mais ce que moi, Sam Idriss Samake, je sais, je crois en Dieu, Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Et je crois en lui profondément, sincèrement. Je crois en Dieu. Je crois au bon Dieu. Dieu ne s'est jamais dédié, il ne se dédie pas, il ne se dédiera pas. Alassane, c'est fini. N'en déplaise
aux Karamogo Kafri qui ne connaissent pas Dieu, moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Et que Alassane est tombé même à cause d'eux. Ces marabouts de Côte d'Ivoire là, ces imams de Côte d'Ivoire, c'est à cause de même qu'Alassane est mort, que le pouvoir d'Alassane est fini. Parce que c'est eux les vrais ennemis d'Alassane. Karamogo Kafri Nounou, Alou Alassane Djougou premier. C'est vous qui êtes les vrais ennemis d'Alassane, de Dominique, de Ténébrahima, de sa famille complète. C'est vous qui êtes contre Alassane. C'est vous les bourreaux d'Alassane. Et Alassane, tu vas te rendre compte bientôt. Alassane, je t'en prie, mon neveu Alassane, fais visionner, ça existe encore, les images d'Alpha Condé, d'abord au palais, dégradé assis entre les militaires sur un divan, les yeux hagards, et ensuite l'ultime humiliation dans une voiture 4x4 en train d'être promené dans les quartiers les plus défavorisés de Conakry, les quartiers aux routes chaotiques. Cette image, elle a fait le tour du monde. Alassane, le renard passe, chacun à son tour. Tu ne fais rien d'attendre. Ton tour arrive, Alassane. Si tu n'écoutes pas mes conseils, ton tour arrive. Alassane, il est toujours possible d'instaurer le dialogue de ton mentor au fouet. Malgré tout ce temps-là, je te supplie, je te pousse à ouvrir le dialogue. Alassane, tu n'es pas plus fort que Dieu. Tout ce que tu as eu, c'est grâce au bon Dieu. Mais Dieu dit quoi? Le pouvoir qu'il lui donne est temporaire, est passager. Quand tu t'accroches, le pouvoir va te laisser. Et tout pouvoir t'a déjà laissé, Alassane. Tout ce que moi je peux te dire, c'est de chercher, au lieu de jouer les vieux cow-boys, les vieux bravoutiers, c'est vrai. La violence t'a toujours réussi depuis ton arrivée en Côte d'Ivoire. Mais cette violence qui t'a réussi va te laisser tomber. Parce qu'il y aura plus violent que toi. Il y aura plus violent que toi bientôt. C'est imminent, Alassane. Plus violent que toi, Alassane, c'est imminent. Je crois en Dieu. Je pense que Eli Pada a dit la vérité. Tout ce qu'il a dit est vrai, est vérifiable. Je pense que Johnny ne doit pas être découragé, ne doit pas être down. Parce qu'il croit en Dieu, Johnny. Johnny, mon petit, tu crois fermement en Dieu. Ne sois pas découragé. La manifestation de la vérité est là. Il n'y a pas eu d'élection le dimanche. Il n'y aura pas d'élection de sitôt en Côte d'Ivoire. Mon bonjour à Eli Pada. Johnny, ressaisis-toi et viens sur les réseaux. Il faut nous ambiancer. On a besoin de toi, Johnny. On a eu besoin de toi hier. On a besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. La Côte d'Ivoire a besoin de toi, mon jeune Johnny. Tu es vrai, tu es honnête, tu es entier, tu es intègre.
Moi, c'est ce que je retiens de toi et c'est ce qui fait que je t'adore. Tout ce que vous avez dit, vous le faites pour le peuple ivoirien. Et le peuple vous sera reconnaissant. Mon neveu Alassane, j'aimerais en toute sincérité, si Dominique a la chance de me voir, Dominique, je suis ton beau-père. Il faut dire à ton mari d'appeler le président Gbagbo, Tidiane Thiam, Soro, Afinguessan et tout le reste. Et réunissez-vous. Tes concurrents que tu traiteras de malheureux, ceux qui ont voulu vendre leur âme, eux tous ils pètent là-dedans. Et puis on va fumer le calumet de la paix, comme le font bien les Indiens. Tu as toujours cette chance. Alassane, les Ivoiriens vaincront.